Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Hey, les meneurs! Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi, comment ça va? Ah ouais, ça va bien maudit, j'avais hâte de revenir, là. C'est long, une semaine, je veux pas, là. C'est très, très long, une semaine. Puis pendant cette semaine-là, asti qu'on a eu des beaux commentaires, Kev, pour vrai, du deuxième show, parce qu'on s'est livré pas mal au deuxième show. On a parlé de deux sujets sensibles, chacun de notre côté, ou un sujet sensible, chacun de notre côté. J'ai parlé de Derek Aucoin, de pourquoi j'avais quitté le baseball. Toi, de ton côté, tu as parlé de ta maman, Caroline. Ça a été très émotif, mais très libérateur. Ça a fait du bien. Puis merci aux gens, encore une fois, qui nous envoient une tonne d'amour. Tout l'amour, nous autres, on l'apprend, Kev. Ben exactement, tu sais. Puis justement, tu sais, ça donne juste le goût de continuer. Tu sais, je l'ai dit dans le dernier show aussi, quand on a fait les remerciements, ça fait juste nourrir la bête encore plus. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de vous lire, vous écouter. Puis j'espère que vous aimez le show parce que nous autres, on tripe à l'os à faire ça. Puis, tu sais, on est vraiment, on est en train de triper, là. On tripe en esti, puis on va triper encore plus aujourd'hui parce que c'est déjà le troisième show. On est rodé. L'intro est malade. Merci à Michel Fortin. La vidéo, c'est complètement fou. Moi, elle me donne des frissons à chaque fois. La toune qui fit avec. On est là, Kev. Mais là, d'entrée de jeu, je trouve ça drôle aujourd'hui, notre entrée de jeu, vraiment. Puis tu veux nous parler du numéro 87. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est drôle un peu, mais que je parle du numéro 8 tout de suite après, tu sais. Ouais, ben moi, en entrée de jeu, je voulais parler d'un certain Sidney Crosby, capitaine des Penguins de Pittsburgh. Moi, Sidney Crosby, là, faut savoir que j'ai tout le temps eu une relation amour-haine avec lui. Ça remonte à loin. Moi, pour vous mettre en contexte, j'arrive d'une famille, OK, où ce que dans la vie, tu pouvais juste aimer, genre, les joueurs de ton équipe. Tu pouvais juste aimer une équipe dans la vie. Fait que moi, là, j'ai tout été un fan des Ducks d'Anaheim quand j'étais plus jeune. Puis, je pouvais pas prendre pour une autre équipe, sinon c'était mal vu. C'est le même que ça fonctionnait dans ma famille. Fait que là, toute ma jeunesse, j'ai détesté Sidney Crosby. J'ai détesté tout ce qui était les grandes vedettes de la Ligue nationale dans le temps, là, les Crosby, Ovechkin et compagnie. Là. Fait que Crosby, ça n'a pas tout été mon ami, mettons. Puis en plus, en début de carrière, on se rappelle, Sidney, il était chialeux. Là. On l'appelait le Crying Baby. Il était chialeux, pareil. Non, il était chialeux. Non, tu sais, au final, ça a tout été un grand leader, tout le temps un bon coéquipier, un gars qui s'intéresse aux autres. Mais en début de carrière, il était fatiguant à jouer contre. T'sais. Puis je dis pas qu'il n'est pas fatiguant à jouer contre aujourd'hui, mais il a maturé. C'est un différent Sidney Crosby aujourd'hui. Puis je parle de Sidney Crosby aujourd'hui parce que je trouve que c'est un individu singulier. C'est rare que quelqu'un va te dire « Hey, j'ai détesté jouer avec Sidney Crosby ». C'est rare qu'il y ait des mauvais commentaires sur ce gars-là. Partout ce qui a passé, il a gagné. Sauf à Rimouski, il a fait la finale dans la LHJMQ en 2005 avant qu'il se fasse repêcher dans la Ligue nationale. Il a rendu, à chaque fois que Sidney Crosby joue dans une formation, il rend tout le temps les autres meilleurs. On se rappelle-tu de son trio dans le junior avec Danny Roussin et Marc-Antoine Pouliot? Est-ce que vous vous en souvenez, les autres, de ces deux gars-là? T'sais, au final, Marc-Antoine Pouliot, ça y a valu une sélection en première ronde au repêchage de la Ligue nationale. T'sais. Fait que, au final, ces gars-là, on ne s'en souvient plus. Puis Crosby, ben lui, il s'enligne pour probablement être un. Selon moi, Sidney, objectivement, dans tous les joueurs que j'ai vus dans toute ma vie, c'est le meilleur joueur que j'ai vu. Le joueur le plus complet, l'instinct de vainqueur. On parle strictement de hockey ici. Sidney Crosby a une mentalité, là. Je
J'ai jamais vu ça dans le hockey, tu sais. Puis c'est un homme de classe aussi, tu sais. Chaque fois qu'il est en entrevue, on le voit, il prend le temps avec les journalistes. Puis, tu sais, il regarde personne de haut. C'est un gars qui cherche constamment à s'améliorer. Tu sais, Sidney Crosby, il y a une couple d'années, j'avais entendu une histoire. Il est allé dans une patinoire du coin. Je me souviens plus où il était exactement, mais il est allé dans une patinoire. Je pense qu'il tournait. Il faisait un tournage à Tim Hortons à quelque part. Puis il est allé dans une patinoire du coin. Il a croisé un petit gars, tu sais. Puis le petit gars en question, tu sais, il avait été interrogé, puis tout ça. Puis Crosby, il avait dit justement, il dit, moi, je tiens à améliorer ça, tel aspect de mon jeu parce que je suis pas encore satisfait. Puis à ce moment-là, il était déjà dans son prime, les meilleures années de sa carrière, tu sais. Fait que ça fait juste prouver à quel point le gars, il est affamé, puis qu'il a tout le temps eu l'instinct de vaincre, tu sais. On parle de 3 Coupes Stanley, 4 finales au total, de 2 médailles d'or olympiques. C'est un très, très grand leader, Sidney Crosby, là. Tu dois être fier d'avoir parlé de Crosby pas à cause, mais grâce à notre photo de couverture, on a un beau Sidney Crosby. Fait que je suis sûr que tu es fier d'avoir parlé de lui parce que ça rejoint notre thématique. Ah ouais, absolument. Puis tu sais, Crosby égale leadership pour moi. Puis tu sais, c'est drôle que tu me parles de l'introduction parce que dans le discours d'Adam Sandler, là, dans notre vidéo d'intro, il parle d'obsession qui va battre le talent à chaque occasion. Puis le gars que tu voulais nous parler aujourd'hui, c'est quand même assez drôle parce qu'il y a les deux. Il y a l'obsession de battre un certain Wayne Gretzky dans le nombre de buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Puis ça tombe bien, ce gars-là, il est talentueux en plus. Fait qu'en plus d'être obsédé, il est talentueux. On parle d'Alexander Ovechkin, Jeff. Ah, je suis vraiment satisfait de parler de mon joueur de hockey favori. C'est le joueur que j'ai aimé le plus dans le monde du hockey. J'ai jamais aimé un joueur autant que j'aime Alex Ovechkin. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions grâce à Ovechkin. Puis il y a eu Sidney Crosby qui était impliqué au fil des années parce que souvent en série, Pittsburgh, Washington s'affrontaient. Pittsburgh avait le dessus. Fait que moi, ça faisait du brouhaha dans ma sphère. Tu sais, les gens près de moi. À cette époque-là, je travaillais chez l'ami Honda, tu sais, quand les Pingouins et les Caps s'affrontaient régulièrement en série. Fait que, puis Pierre Cloutier, mon mentor, est un grand fan de Sidney Crosby. Fait que souvent, on s'écœurait, on se taquinait. Puis je vais tout le temps me souvenir, on était d'un party de l'ami Honda, puis on écoutait une game de série, les Caps contre les Pingouins. C'était un gros score. Je te dirais que c'était genre, mettons, 5-4. Là, ça fait quand même plusieurs années de ça. Ça devait être en 2009 ou 2010. Fait que c'est un gros score. C'est genre 5-4 pour les Pingouins. Puis là, Ovechkin score un but qui nivelle le pointage. Donc, c'est 5-5. Je vous rappelle, c'est spéculatif pour le score parce que je m'en souviens plus. Fait que là, je criais au meurtre, puis je cours partout dans la maison, Stifi, puis on était chez un de nos collègues. Je criais vraiment au meurtre, là, puis j'étais fier. Mais finalement, les Pingouins ont remporté le match, puis ils ont sorti les Capitals. Fait que Pierre, pour se venger, s'est mis à crier au meurtre lui aussi. Moi, j'ai voulu me sauver, quitter la maison. J'avais un gilet d'Ovechkin, un T-shirt. Il m'a pogné par le collet pour pas que je parte. Il a tout déchiré mon collet. Fait que, tu sais, c'est un gars émotif. Pierre, je suis un gars émotif. Ça a fait des situations comme ça. Il s'en est créé souvent grâce à Ovechkin ou en raison d'Ovechkin et Crosby. Puis par après, Pierre m'avait acheté un autre T-shirt et un petit jersey pour ma fille qui est née quelque temps après qu'on se soit chamaillé comme ça. Fait que ça, c'est l'un des souvenirs avec Ovechkin. Puis évidemment, je me suis fait écœurer longtemps jusqu'à temps qu'il gagne sa Coupe Stanley en 2018, qui a soulevé à bout de bras, qui s'est saoulé comme un fou. On a vu plusieurs séquences vidéo. J'aime ça. C'est pas un leader ultime, mais c'est un gars inspirant ultime, par exemple, parce que il aime fêter, il s'en cache pas, il continue de fêter même encore aujourd'hui. Il boit de la bière après les matchs. Il est authentique. Il est très, très, très authentique. Puis quand ils ont gagné leur Coupe Stanley, il a fallu que je le souligne, Kev. Sais-tu ce que j'ai fait? Ouais, oui, je le sais, mais j'aimerais ça que tu le dises. Mais oui, lève-le. Le tatou d'Ovechkin avec la Coupe Stanley à bout de bras, je me l'ai fait tatouer tellement j'aime cet individu-là. Puis c'est drôle, depuis 2018, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de comparaison entre lui et Crosby. Premièrement, Crosby est un meilleur joueur, est un joueur plus complet.
Mais Ovechkin, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Fait que chacun marque son histoire. Chacun fait ce qu'il a à faire de leur côté. Fait que moi, je suis vraiment fier de ça. Puis, tu sais, il est au moment qu'on tape, 860 buts. Il est à 34 buts de Wayne Gretzky. Il connaît un début de saison extraordinaire. 39 ans. Le gars, il veut marquer des buts. Puis, je me souviens, à un moment donné, on organise un tournoi 4 contre 4 à bout de souffle que ça s'appelle, à Drummondville, avec l'ancien capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Charles-David Baudouin. C'est un de mes amis, fait on organise ce tournoi-là, puis il y avait des invités comme Couturier, Kucherov, Mathieu Perrault, Grigorenko à cette époque-là, Sven Andrighetto. Il y avait plein de monde qui était là, puis on est d'un bar après l'une des journées de match, on est d'un bar, moi j'étais à la toilette, Mathieu Perrault est à côté de moi. Fait que je décide de dire Ovechkin, pour vrai, il est comment? Il me dit il est comme tu le vois. Il est comme ça, c'est une bonne personne, toujours en train de faire le clown, qui aime prendre la bière, mais il y a une affaire, par exemple. Le matin, il est le premier à l'entraînement à shooter des pucks parce que lui, il veut marquer des buts. Fait qu'il est le premier sur la glace, puis il est le dernier sorti. Fait que j'ai tout le temps retenu ça. Tu sais, on l'a critiqué au fil du temps, mais tu sais, il a tout le temps essayé de peaufiner son lancer pour être meilleur, pour pouvoir battre des records, pour pouvoir gagner des trophées Maurice Richard. Il y en a 9 à son actif. Donc, c'est vraiment une carrière colossale. C'est un joueur qui m'a inspiré énormément. Un power forward de très gros luxe parce que c'est un gars qui livre des mises en échec à outrance, qui marque des buts, il n'est jamais blessé. C'est vraiment un cheval. C'est un robot. Là. C'est hallucinant ce qu'on voit d'Alex Ovechkin. Il arrive tout le temps avec une bédaine de bière au camp d'entraînement, mais pas de trouble. Il va dominer malgré ça. Fait que j'admire cet homme-là. Je l'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben oui, puis en plus, on entend plein d'histoires là, qui est comme quoi il boit du coke au banc pendant les games. On a vu des photos cet été dans un match de volleyball en Russie où il y avait la grosse bédaine de bière. Il avait été critiqué. Puis finalement, regarde cette année. Au final, Alex Ovechkin, ça va tout le temps être ça. Il va prendre un petit peu. C'est pas un gars qui aime ça s'entraîner dans le gym. Là. Fait que, au final, il va tout le temps reprendre ses séances, son entraînement, sa game shape durant les entraînements. Le camp d'entraînement de la Ligue nationale est fait pour ça. Mais tu sais, Ovechkin, là, je pense pas qu'il y ait l'inquiétude à se faire. Tu sais, l'année passée, il y a peut-être eu une moins bonne saison si on se fie à ses standards habituels, mais il ne faut pas oublier son âge. Il ne faut pas oublier que les Capitals n'avaient pas une équipe extraordinaire l'année passée. Ils se sont beaucoup bâtis sur le système de jeu, puis malgré tout, ils ont fait les séries éliminatoires. Puis grâce à Charlie Lindgren aussi, qui a connu une saison exceptionnelle devant le filet. Donc, tu sais, Ovechkin, au final, il a quand même traîné son équipe malgré tout l'année passée, fini un top scorer pareil, malgré le fait qu'il y a eu une moins bonne saison. Ovechkin, ça va tout le temps être un exemple sur la patinoire et tout ça. Comme tu as dit, c'est pas le leader ultime, mais il va tout le temps leader par l'exemple puis par sa personnalité, il est inspirant comme personne. Exactement, Kev. Là, ça met un point d'exclamation à l'entrée de jeu. On va diriger vers le segment Chris de vrai. Puis cette fois-ci, c'est toi qui vas l'amorcer parce que tu as donné une claque à la gueule au show numéro 2. C'est une bonne claque à la gueule parce que là, on va encore rentrer dans un phénomène qui nous rend très émotifs, qui va te rendre très émotif. Ouais. Tu veux expliquer les raisons pour lesquelles tu as quitté ton ancienne conjointe qui est enceinte de 3 mois? Ouf! J'aime ça parce que j'aime ça, Kev, ce qu'on fait ici avec les meneurs, là, c'est que ça prend beaucoup de courage pour venir parler de qu'est-ce qu'on parle, puis c'est le retour qu'on a des gens. Pour aujourd'hui, je te lève mon chapeau parce que c'est pas évident ce que tu vas nous raconter. Non, exactement. Puis si je suis honnête avec moi-même, c'est probablement la plus grosse décision que j'ai dû apprendre dans ma vie. Parce que ceux qui me connaissent savent, moi, mes enfants, c'est ma vie, c'est ma priorité, c'est la prunelle de mes yeux. Fait que ça n'a pas été facile en décembre 2022 de mettre une croix sur la fameuse famille conventionnelle que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Moi, il faut savoir, là, quand j'étais plus jeune, moi, je savais dès un jeune âge que j'étais comme, moi, je veux des enfants plus tard, tu sais. Puis je trouvais ça important, je veux une famille, tu sais. Puis la personne avec qui je vais faire des enfants dans ma vie, je vais vouloir faire ma vie avec, tu sais. C'était ça mon objectif ultime. Mais tu sais, dans la vie, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas tout planifier. Tu sais, des fois, tu as des embûches, tu as des imprévus, tu évolues, tu sais, dans ta vie. Puis le Kevin qui a rencontré la mère de ses enfants, ben, il n'est plus pareil comme le Kevin qui s'est séparé de la mère de ses enfants en décembre 2022. Dans le fond, j'ai été 3 ans avec la mère de mes enfants.
Puis, on travaillait ensemble, on était à la même école secondaire, tu sais, on se connaissait un peu. Là, finalement, on a appris à se connaître. Finalement, on a décidé de. Tu sais, on a appris à se connaître, puis ça allait bien. Fait qu'on a décidé de, tu sais, de s'embarquer ensemble et tout ça. Puis, ça, si je te parle de ça, c'était en 2019. Pas longtemps après est arrivé la COVID, tu sais. Puis, quand on a commencé à se connaître, tu veux pas, il y a tout le temps la fameuse honeymoon phase, la phase lune de miel, là, où tout va bien, tout est beau, puis tout ça. Fait que, tu sais, L'étincelle du début. Ben, exactement. Tu sais, fait qu'au début, ça a été des coups de foudre, puis tout ça, puis on se posait pas trop de questions, on était jeunes. Tu sais, mettons, en surface, on voulait les mêmes affaires, puis c'était correct comme ça, tu sais. Après ça, est arrivé la COVID, tu sais, puis on se souvient, il y a eu les confinements et tout ça, fait que les couvre-feux, fait qu'au final, on a été amenés, si on voulait passer du temps ensemble, à habiter ensemble très tôt. Tu sais, fait que, veux pas, on n'a pas fait les étapes d'un couple, mettons, pas normal, parce qu'au final, chaque personne a sa normalité, mais disons qu'on n'a pas été amené à prendre notre temps considérant le contexte. Tu sais. Fait qu'on a été amené à habiter très tôt ensemble, puis après un an, Karine parce qu'elle s'appelle Karine, tombait enceinte de notre premier enfant, parce que moi j'ai 2 enfants, une petite fille de 3 ans, puis un petit garçon de 16 mois. Puis c'est ça, elle est tombée enceinte de ma fille, ça faisait peut-être 1 an à peu près qu'on était ensemble et tout ça. Tombée enceinte, puis ça allait quand même assez bien, tout ça. Mais l'affaire, là, c'est qu'après 1 an de relation, OK, je m'en viens là, c'est là qu'on commence à remarquer, à découvrir la vraie personnalité des gens. C'est ça qui arrive. Tu sais, la première année, on dirait qu'on est comme de même, là. Alors, je suis en amour, fait qu'il y a des affaires que tu veux pas voir, tu sais. Fait qu'au final, quand j'ai commencé à remarquer des affaires, mettons, qui me rejoignaient moins, elle était déjà tombée enceinte, puis on était déjà, à l'époque, selon moi, trop avancés pour, comme, comment dire, pour mettre un terme à la relation. T'sais. Mais on n'était pas rendu là encore, mais disons qu'il y avait déjà des affaires qui accrochaient. T'sais. Mais tu sais, on était enceinte, puis on voulait le garder parce que au final, notre enfant était voulu, puis tout ça. On a continué la relation, puis tout ça. Puis après ça, à environ. Ma fille est née au mois de septembre, je te dirais au mois de juin, OK? Fait que à peu près 2 mois avant qu'elle accouche de notre premier enfant. Mon oncle, OK? Mon oncle, il m'appelle, le frère à ma mère. Il m'appelle en panique, il dit: Hey Kevin, mon gars, ça va pas bien à la maison. Tu sais, ça faisait comme 3-4 ans que j'avais pas de nouvelles de mon oncle parce que on avait une relation un peu particulière. Là. Donc on n'était pas sur la même page, puis lui, il était tout le temps un peu à l'écart de la famille, pas de la tradition familiale, mais le gars, il a fait sa vie à part. T'sais. Fait qu'il m'appelle, il dit: Ouais, tu peux-tu prendre mon gars, ça va pas bien à la maison, la DPJ est impliquée, je sors mon gars de chez nous. OK. Ma blonde, à l'époque, est enceinte de 7 mois, puis genre fallait que je prenne une décision, savoir qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que du jour au lendemain, ça n'a pas pris de temps. On a décidé de prendre, il s'appelle Nathan. Dans le fond, c'est mon cousin, qui avait 11 ans à l'époque. On a décidé de le prendre à la maison, tu sais. Puis déjà, le couple, tu sais, comme j'ai dit, c'était déjà pas top notch, on va dire comme ça. Puis là, en plus, arrive une pression supplémentaire, déjà qu'on attend un enfant. T'sais. Fait que dans le fond, Nathan arrive à la maison, puis il était juste censé rester 3 mois à la maison, puis finalement, Nathan il est resté pendant 1 an et demi avec nous autres. T'sais. Fait qu'on a été famille d'accueil, puis on a appris très tôt à comment être parent. T'sais. Puis au final, il n'y a pas de manuel d'instruction pour être parent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Là. On apprend sur le tas, puis on n'est jamais vraiment préparé à ce que des fois la vie peut nous apporter sur notre chemin. Fait que Nathan est arrivé dans notre vie. Là, c'est ça, il était sur le bord d'accoucher déjà. Puis là, Nathan, c'était un enfant c'était un bon petit gars, puis tout ça, mais il arrivait avec son bagage. C'était vraiment très toxique, l'environnement dans lequel il arrivait. Fait que, on a dû un peu l'éduquer, puis, ça n'a pas été évident comme processus. Fait que, après ça, Nathan, un peu avant qu'on se sépare. Puis là, dans le fond, ma fille était née, il y a un bout de chemin qui s'est passé entre-temps. Mais là, tu sais, la relation entre moi et la mère de mes enfants, c'était pas. Il y avait bien des affaires qui marchaient pas. Moi, j'étais pas. Tu sais, moi, pour vous mettre en contexte, j'étais un peu. Des fois, ça peut m'arriver d'avoir des downs mentales. Tu sais, ça peut arriver pendant certaines saisons, certaines phases de ma vie où j'étais un peu plus down.
Puis j'ai décidé, je pense que c'était en 2021 à peu près. J'ai décidé d'aller consulter un psychologue parce que, tu sais, j'étais dans une phase de ma vie où ça allait moins bien. Tu sais, justement, une atteinte à la maison, j'avais le premier enfant qui était arrivé, ça allait pas trop bien. Fait qu'au final, j'étais allé consulter un psychologue, travailleur social. Puis, tu sais, je parlais souvent, le sujet de conversation qui revenait souvent, c'était ma relation avec Karine, tu sais. Puis justement, tu sais, à force d'en parler, puis tout ça, puis d'extérioriser comment je me sentais face à la relation, ben, veux pas, tu réalises des affaires, tu sais, tu sais, veux pas, t'évolues au cours du processus, tu sais. Mettons, tu compares Kevin avant cette thérapie-là, puis Kevin après, ben, c'est le jour puis la nuit, tu sais. Fait qu'il m'a fait réaliser des affaires, puis lui, il essaie souvent de me ramener, puis tu sais, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une vision de l'amour, OK, que les papillons du début, là, les fameux papillons du début. Tu sais, on parlait de honeymoon phase tantôt, la fameuse lune de miel. Ben, moi, ce feeling-là, il me drivait, il me motivait à continuer les relations la relation dans laquelle j'étais, tu sais. Mais là, il n'y avait plus ça, tu sais. Puis en plus, avec tout ce qui était impliqué, genre Nathan, le premier enfant, ça faisait beaucoup dans notre quotidien. Fait que le couple avait un peu, tu sais, pas, des fois, les couples oublient d'être un couple avant d'être des parents, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai réalisé beaucoup de choses en thérapie que, tu sais, l'amour, c'est pas juste comme, hey, c'est les papillons, puis on continue avec ça. Tu sais, l'amour, ça évolue, ça grandit. Fait que ça peut pas constamment être les papillons. Tu sais, au final, c'est comme un jardin. Au début, tu vas planter les graines, ça va pousser. Il faut que tu l'entretiennes, ton jardin. Tu sais. Fait que la relation, c'est ça que mon psychologue m'avait dit, tu sais, l'amour, ça va évoluer. Tu sais, c'est pour ça, au final, les gens, ils font le choix de rester avec la personne avec qui ils sont, parce que tu peux pas justement te fier à juste les papillons du début. Tu sais. Mais moi, tu sais, l'intervention était bonne, puis tout ça, mais je savais fondamentalement, après tu sais, avoir fait des introspections, puis tu sais, veux pas, ça faisait quand même un bout de temps que j'étais avec elle, que c'était pas la femme de ma vie. Tu sais, moi, j'étais un gars de gut feeling dans la vie, OK? Puis quand j'ai un gut feeling qui me dit quelque chose, ça peut arriver que je me trompe. Tu sais, je veux pas, j'ai pas la vérité absolue. Mais mon gut feeling me disait, c'est pas la bonne personne pour toi. Parce qu'il y a des affaires, des fois, qui arrivaient, puis on se rejoignait pas. Souvent au niveau des valeurs, de la vision de la vie, la vision des choses qu'on avait. Tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie j'étais un gars qui a de l'ambition. Tu sais, je vais tout le temps chercher à pousser plus loin, j'en veux toujours plus, tu sais, puis elle était pas comme ça, tu sais. Elle veut pas, tu sais, c'est quelqu'un qui vivait sa vie dans la simplicité, puis c'est correct, là, tu sais, chaque personne décide de vivre sa vie de 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 la manière qu'il désire, mais moi, j'étais quelqu'un dans la vie qui avait des ambitions, tu sais. Je voulais tout avoir plus, avoir, tu sais, je pense que c'est normal dans la vie, selon ma perspective, de toujours vouloir plus. Puis, c'est ça, tu sais, au niveau on voulait pas les mêmes choses, on n'avait pas les mêmes, besoins relationnels. Mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que, tu sais, on avait déjà parlé d'un deuxième enfant, OK? Puis finalement, à chaque fois qu'on a essayé de faire un enfant, c'est-à-dire 2 fois, là, ça a pris 2 semaines, bang, tombe enceinte. Fait que, tu sais, nous autres, notre relation elle allait pas tant bien, tu sais, pour de multiples raisons, tu sais, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Puis on a décidé, regarde, on va faire un autre enfant, tu sais. Parce qu'il était voulu, tu sais, mon fils. Fait qu'il est tombé enceinte. Mais l'affaire, c'est que ça allait déjà pas tant bien, là. Tu sais, fait qu'au final, tombé enceinte, puis tu sais, on l'a appris comme début de l'automne à peu près. Puis au mois de décembre, j'ai eu, tu sais, veux pas, au fil des années, j'avais eu de multiples conversations avec mon psychologue que j'ai mentionné plus tôt, des personnes à qui j'ai parlé de ma relation aussi, puis qui essayaient de me raisonner que, tu sais, Kev, t'es pas bien dans ta relation, vous êtes pas à la même place, vous voulez pas les mêmes affaires, fait que pourquoi tu restes au final? Tu sais, j'étais comme, ouais, mais tu sais, il y a les enfants, tu sais, puis veux pas, c'est effrayant, tu sais, puis comme je l'ai dit plus tôt aussi, moi, j'ai vécu ma jeunesse, puis tu sais, ma vie en pensant que j'allais passer ma vie avec la femme à qui j'allais faire des enfants, tu sais, c'était ça mon but ultime. Fait que, en décembre 2022, j'ai comme fait, OK, genre, je peux plus, je peux plus rester dans cette relation-là, ça me convient plus, je deviens malheureux. Fait qu'à ce moment-là,
fallait que je prenne action. Puis c'est pas arrivé sur un coup de tête, là. Ça a pris, ça a été des semaines et des mois de réflexion que je suis comme, OK, mais c'est quoi que je fais, là? Être enceinte, pour moi, je suis contre l'avortement. Ben, ça dépend du contexte, bien évidemment, mais dans ce contexte-ci, on avait décidé de faire un enfant. Fait que je suis comme, dans ce contexte-ci, je suis contre l'avortement, là. Je le veux, mon fils, puis il n'a pas demandé à être là, là, je veux dire. Puis moi, dans ma tête à moi, si je me séparais, moi, ça implique pas les enfants, dans le sens, je vais être un parent présent, je vais tout être là pour mes enfants, ils vont manquer de rien. Mais en décembre 2022, quand j'ai réalisé que je suis comme, OK, je peux pas rester là-dedans, je suis pas bien, il fallait que je prenne action, tu sais. Puis Nathan, il était sur le bord de retourner chez ses parents, tu sais, ça s'était replacé un peu, puis tout ça. Fait que ça se replaçait, là, tranquillement. On dirait que tous les astres étaient alignés pour que ça se produise, genre. Parce que, tu sais, Nathan veut pas, si on s'était séparés, il m'aurait suivi. Puis moi, tu sais, avec un enfant en famille d'accueil, plus 2 jeunes enfants, hey, j'aurais été tout seul, là, je veux dire. Puis moi, tu sais, je veux dire, j'étais un jeune, là, je veux dire, tu sais, là, je suis pas vieux, là, mais dans le temps, je vous parle de ça, ça fait 2 ans, là. Tu sais, j'étais un jeune mi-vingtaine qui se retrouve avec 3 enfants, dont un adolescent, tu sais, je suis comme, non, j'aurais pas pu. Fait que, tu sais, que le fait que Nathan, il retourne chez ses parents, ça a comme, tu sais, si, mettons, on s'était séparés, puis Nathan était resté avec moi, ça aurait été ça, là. Mais dans un sens, tu sais, avec du recul, après, j'étais comme, OK, ouais, finalement, c'est une bonne chose que Nathan soit retourné chez ses parents. Fait que c'est ça. Décembre 2022, j'ai pris la décision d'arrêter la relation. J'ai dit, c'était une couple de jours avant Noël, là. Sérieusement, c'était un timing de merde. Mais tu sais, en même temps, dans la vie, as-tu vraiment un Il n'y en bon a pas. moment pour faire des choses? Tu sais, au final, On va se faire à croire ça pour repousser certaines situations. Des fois, c'était pas le bon moment, mais dans la vraie vie, là, il n'y en a pas de bon moment. ben oui, parce qu'au final, tu as juste ça, le moment présent. Concrètement, là, tu peux juste vivre dans le moment présent. Puis dans le moment présent, où ce que j'étais dans le temps, là, j'étais misérable, j'étais malheureux. Puis je tiens à souligner, ça n'a rien à voir avec Karine, tu sais. C'est juste que des fois, dans la vie, il y a certains casse-têtes où ce que les morceaux, ils ne fitent pas ensemble. Ben, tu sais, Karine puis moi, au niveau relationnel, c'était ça. Le casse-tête, il ne fitait pas ensemble. Il n'y avait pas les bons morceaux qui concordaient. Mais à ce moment-là, tu sais, ça a été, tu sais, on habitait ensemble, Noël arrivait, puis là, on a dû passer le temps des fêtes avec ma famille, puis c'est pas vrai qu'on va casser Noël pour ça, tu sais. Fait qu'au final, on a fait Noël comme si rien n'était. C'est parce que ça a été un choc là, du jour au lendemain, parce que tu veux pas, on n'était pas tant bon au niveau de la communication. C'est déjà arrivé qu'on a communiqué, puis finalement, c'était pas tout le temps bien reçu. Puis tu sais, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. J'étais pas, dans le temps, j'étais une personne qui n'était pas tout le temps dans l'accueil de ce qu'on. Je prenais pas la critique dans le temps. Genre, je dirais pas que c'était blanc ou noir, mais disons que j'avais ma part de responsabilité là-dedans au niveau de la communication. Ben, j'étais pas tout à fait facile à communiquer avec. Puis je l'admets, je suis pas, je suis pas parfait dans cette histoire-là. Là. J'ai mes responsabilités. Mais tout ça pour dire, ça a été un choc pour elle parce que c'est arrivé un peu comme une claque à elle. Pour elle, c'était du jour au lendemain parce que moi, je préparais mon coup. J'étais comme, moi, je peux pas rester dans cette situation-là. Là. Je sais pas, puis pour être honnête, on n'a pas eu cette conversation-là. Je pense que j'ai pas pris le temps encore de m'asseoir avec Karine puis de reparler de cette situation-là. Puis c'est sûr qu'éventuellement, je vais vouloir le faire. Mais c'est comme ça qu'on a vécu la séparation. Noël est arrivé, comme j'ai dit, on a fait le temps des fêtes avec ma famille comme si rien n'était, parce qu'on voulait leur dire après les fêtes, pas gâcher Noël. Mais après Noël, on l'a dit à tout le monde avait la gueule à terre. Puis tu sais, veux pas, dans ce contexte-ci, veux pas, les gens de l'extérieur vont tout être portés à juger. Parce que veux pas, personne ne connaît ton histoire ou personne ne peut être dans tes souliers vraiment. Mais la vérité, c'est que si j'étais resté dans cette relation-là, bien que, tu sais, je comprends que j'avais une famille, j'avais des responsabilités et tout ça, mais comme j'ai dit tantôt, les enfants, ça avait même pas rapport avec eux. C'était vraiment au niveau relationnel, puis c'était la chose à faire. Fallait que je prenne action parce que je me serais vraiment rendu malheureux. Puis ultimement, c'est mes enfants qui en auraient copé. Moi, tu veux pas, oui, c'est important d'être dans le moment présent, mais là, je me projetais, là. J'étais comme, moi, si je continue de même, là, c'est où que je vais être dans 5 semaines, dans 5 mois? Ça va être terrible, là. Je suis malheureux, il faut que je sorte de cette situation-là. Et encore une fois, je le souligne, ça n'a rien à voir avec mon ex, ça a rapport avec c'était pas un fit, en mon sens à moi. Ben, ça a rapport avec toi. Tu sais, c'est ton Exact. feeling à toi, là. Exactement.
sais, fait que les gens de l'extérieur, ils étaient portés à juger. Je me suis fait juger, puis c'est correct. Tu sais. À ce moment-là, j'étais, regarde, j'ai pris une décision, puis je vais l'assumer. Puis ça n'a Ouais, pas mais été évident. tu sais, les gens qui nous jugent, Kev, là, moi, la meilleure chose que je leur réponds là, est aussi simple que sais-tu qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Puis ils vont me dire non. Bon, ben, arrête de me juger. Tu sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. On a chacun nos réalités, nos propres histoires. Mais à un moment donné, il faut faire les choses pour nous et non pour les autres. Exactement. C'est pour ça qu'à la fin du show, à la fin du deuxième show, tu avais dit la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous autres. Puis, tu sais, je savais à ce moment-là que, tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a tout le temps pensé aux autres. Tu sais, tout le monde qui me connaît, là, tu sais, avant que je Ouais. commence à cheminer, tu sais, j'ai tout le temps Je suis pensé aux autres. pareil. Je suis C'est ça. pareil. C'est ça, tu peux me feeling. Tu sais, j'ai tout le temps pensé aux autres. Puis là, à ce moment-là, en décembre 2022, je suis comme, je prends une décision pour moi. Puis en prenant des décisions pour moi, ça va impacter positivement le reste. Je croyais fondamentalement à ça. J'étais comme, en prenant les bonnes décisions pour moi, selon mon optique, ça va impacter positivement le reste. Puis je dis pas que ça a été une partie de plaisir par la suite, là. Tu sais, je suis déménagé en mars, parce que moi, dans ma tête, tu sais, Karine et moi, on a continué à habiter ensemble une couple de mois après la séparation. Tu sais, elle était enceinte. Puis des fois, on avait, tu sais, veux pas, des fois, les ex continuent à habiter ensemble, ils ont des rapprochements, tu sais, ça peut arriver. Puis là, on avait eu quelques rapprochements après la période où on s'est séparés. Fait que, tu sais, OK, non, faut qu'on aille chacun de notre bord parce qu'au final, on se fait du mal pour rien, tu sais. Ouais. Fait que je me suis pris un appartement en mars, puis mon gars, il venait au monde en juillet. Fait que, tu sais, tout a déboulé rapidement. Fait que, mettons, de mars à juillet, tu sais, on se partageait la garde de ma fille, je prenais des nouvelles. Tu sais, au final, ça a été une grossesse un peu particulière, là, pour être honnête, là, parce que tu veux pas, d'habitude, un père et une mère qui sont ensemble et qui est enceinte, ben, tu sais, il peut parler à son enfant dans le ventre, tu sais, prendre soin de la maman, mais malheureusement, j'ai pas, tu sais, dans le contexte qu'on était, c'était pas possible, tu sais. Puis je sais que ça faisait partie des sacrifices puis des choses qui me faisaient mal intérieurement, que je suis comme, tu sais, pour moi, j'aurais aimé ça être présent, j'aurais aimé ça faire ces choses-là, mais je savais que dans ce contexte, c'était pas possible. Et finalement, mon gars, il est venu au monde en juillet. J'ai assisté à l'accouchement. C'est sûr, c'était un peu bizarre, mais en même temps, Karine puis moi, on a le temps été en bon terme. Ça, le pire, si elle m'en voulait, elle me l'a pas fait sentir. C'est sûr qu'il y avait sûrement une part de rancœur, puis probablement qu'elle l'a gardé pour elle parce que, tu sais, elle a fait un effort pour les enfants parce qu'au final, elle puis moi, on s'était mis d'accord même avant qu'on se sépare. Si jamais un jour on se sépare, là, ça va pas être une histoire de ah, les enfants sont impliqués là-dedans, puis tout ça. Je garde, nous autres, on est des parents, on a une responsabilité, puis ça va être eux autres la priorité, tu sais. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Fait qu'on s'est séparés, ça a été les enfants, les enfants, les enfants. Puis au final, il n'y a jamais eu de. On s'est jamais chicané parce que tu m'as crissé là enceinte de 3 mois, whatever. Elle m'a jamais. Elle m'a jamais reproché quoi que ce soit, là. Tu sais, c'est sûr que ça y a fait mal, je suis pas mal sûr de ça. Mais considérant les raisons que j'y ai données, genre, on dirait qu'elle l'acceptait, genre. Tu sais, puis au final, elle savait que j'allais être un père présent. Puis c'est ça qui s'est passé, là. Au final, quand mon gars est venu au monde, les premières semaines, les premiers mois, tu sais, mon gars, il était 6 mois chez sa mère non-stop, les premiers mois de naissance. Moi, je trouve ça important que, tu sais, l'enfant qui vient au monde, la mère puis son bébé, c'était très important. Fait que, tu sais, j'ai dû aller voir mon gars. Tu sais, parce que je veux pas la séparation. Comme j'ai dit, moi, j'avais tout projeté, là. J'étais comme, gars, je suis conscient des conséquences, des ajustements qu'il va falloir qu'on apporte. Mais je pense qu'en bout de ligne, ça va valoir la peine parce que mes 2 enfants, ils vont voir que leurs parents sont heureux séparés, que si j'étais resté là-dedans puis qu'on avait été misérables ensemble. Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, là, 2 ans plus tard, parce que ça va faire 2 ans qu'on est séparés, puis mes 2 enfants se portent bien. Moi puis Karine, on a une relation extraordinaire. On est en communication. Les enfants sont. Mettons, quand il y a des anniversaires, il y a le temps des fêtes, on est capable de passer du temps ensemble. Elle vient chez nous dans le temps des fêtes. Elle est venue à la fête à ma fille au mois de septembre ici. On a une relation extraordinaire. Tu sais. Fait que je regarde ça aujourd'hui. Je suis content de l'avoir fait, mais je mentirais. Parce que tu sais, moi, je l'ai déjà dit dans les autres shows. Moi, mon père est parti. Il a laissé ma mère enceinte de 3 mois. Puis tu sais, je reproduis ça, tu sais. Puis il veut pas. Ça me faisait. Ça me faisait mal Ça- d'avoir reproduit ça me faisait mal d'avoir reproduit ça, tu sais. Mais
dans les dernières semaines, moi, je vois une sexologue, qui m'a beaucoup aidé au niveau de ma confiance, au niveau de mes problèmes, au niveau relationnel et tout ça. Puis elle m'a fait réaliser que, oui, j'ai posé la même action que mon père qui a faite avec mon gars, mais qu'après, j'avais fait les choses différemment, tu sais. Fait qu'elle m'a un peu aidé à enlever ce poids-là que j'avais parce que, depuis que mon gars était venu au monde, là, j'avais une part de culpabilité en moi, on dirait que vu que ça avait tout été différent, puis, ma fille a eu le droit, veut pas, de voir ses 2 parents ensemble, tu sais. Même si elle était jeune puis qu'elle s'en souvient probablement pas, au moins elle a eu ça, tu sais. Mon gars, il aura pas eu ça, tu sais. Fait que je m'en voulais, d'avoir pris cette décision-là, d'une certaine part, même si je savais que c'était la bonne décision pour moi, tu sais. Fait que mes enfants en ont été impactés, je veux pas, mais je regarde ça aujourd'hui, puis tout le monde est heureux, tout le monde est bien, mais il y a une partie de moi qui s'est, le processus l'a avancé, mais je me suis pas encore totalement pardonné la séparation à cause de tout ça. Tu sais, justement, mon fils et tout ça, là. Parce que j'ai comme une partie de moi qui sentait qu'il l'avait abandonné, tu sais. Tu sais, en sens, il était dans le ventre de sa mère, là. Je suis comme, j'en ai voulu longtemps à mon père pour ça, tu sais. Puis des fois, ils disent que les enfants reproduisent ce que leurs parents ont fait. Oui, je l'ai reproduit, mais calisse que j'ai brisé la roue, man. Après ça, j'étais comme, moi, là, oui, je laisse la mère, mais j'abandonnerai jamais mes enfants. Ça, c'était Tu sais, jamais, jamais. tu parles de pardon. De pardon envers soi ou de pardon envers autrui, c'est long. Ça peut être long, un processus de pardon, Kev. Fait que c'est normal que tu te sois pas encore totalement pardonné, là. Faut que tu continues dans ton processus, puis il y a un jour où tu vas te pardonner complètement. Parce que moi, je te le dis, là, ça m'a pris 4 ans à me pardonner pour ne pas avoir été présent pour Derek lors des derniers moments de sa vie, là. 4 ans, là. Ouais. Il a fallu que je consulte. J'ai consulté 2 à 3 thérapeutes différents pour réussir à trouver le bon qui allait me guider dans ce processus-là. Ça a pris du temps. Puis une fois que j'ai trouvé la bonne personne, là, ça a cheminé. Là, il y a du chemin qui s'est fait dans ma tête parce qu'on a trouvé les besoins que j'avais. On a mis des choses en action. On s'est fait des plans. Fait que là, j'ai été capable de me pardonner. Mais il ne faut pas que tu tapes dessus pendant le processus de pardon non plus. Puis à un moment donné, tu vas arriver puis tu vas te le dire. Asti, Kev, je me pardonne moi-même. Ça va Ben, arriver tu ce vois? moment-là, je te dis. Ouais, je sais, mais je suis pas loin de ça. Si je compare juste une couple de semaines auparavant, là, je suis totalement ailleurs. J'ai décidé de changer un peu c'est ma sexologue qui a tout changé. Tu sais, ma sexologue a un style assez, elle écoute, elle écoute, elle écoute, puis elle identifie certains points qui sont à travailler. Elle te met sur des pistes, puis c'est moi qui fais ma réflexion. Là, elle m'a dit, tu sais, oui, tu as reproduit l'action de ton père, mais tu as fait les choses différemment après. Puis elle avait tellement raison, puis ça leur mis les choses en perspective. Je suis comme, Il y a rien de comparable, là. exact. À part que tu as quitté Karine après 3 mois comme lui a fait avec ta mère. C'est la seule chose qu'on peut dire qui est incomparable, mais à part ça, tu as fait les choses de la bonne façon à la suite de ça, là. Ah ouais. Parce que tu veux pas, là, dans la dernière année, mon gars, il a 16 mois, là, tu sais, mettons, ça. Quand je voyais mon gars, là, j'étais comme. C'est comme si pas que c'était ma. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je me voyais, puis j'étais comme. Je maïssais, genre, quand je regardais mon gars. Tu sais, puis c'était pas mon gars, je détestais, là, je l'aimais, là. Puis à chaque fois que je parlais de mon gars à ma sexologue, je venais les larmes aux yeux. Je dis, Christ, que je maïssais dans la dernière année. Je maïssais sérieusement, puis ça m'a bloqué sur beaucoup d'affaires. Mais à cette heure, je suis capable de dire, je garde. Comme j'ai dit, je me souviens pas dans quel jour j'ai dit ça, mais faut apprendre à se flatter puis être indulgent avec Ben nous-mêmes. oui. Parce que je suis un être humain, je suis un papa, puis si je suis honnête avec moi-même, je suis pas un père parfait parce que, comme j'ai dit aussi, la perfection, ça n'existe pas. Mais je donne le meilleur de moi-même, au meilleur de mes capacités, puis mes enfants, puis c'est tout pour moi, là. Fait que je vais tout le temps être là pour eux autres, puis je suis content d'avoir fait ce travail-là, man. Puis comme j'ai dit, je regarde le résultat final aujourd'hui, final, façon de parler, en date d'aujourd'hui, le moment présent, j'ai pris la bonne décision. Puis je suis sûr que Karine aussi, elle le réalise aujourd'hui parce que j'étais pas dans les bons souliers à l'époque.
Fait que, ouais, Là, je suis content. tu es en train de trouver chaussure à ton pied, puis je parle pas d'une copine, là, je parle avec toi-même. Là. Ouais. Puis il faut que je sois bien avec moi-même avant de m'engager avec quelqu'un d'autre. Parce que je veux pas, Absolument. j'ai essayé des, tu sais, j'ai eu des fréquentations depuis 2 ans, puis il n'y a rien qui fonctionne. Parce que je pense que je n'étais pas prête encore à cette étape-là, parce que j'avais tellement d'affaires intérieurement à dealer avec, tu sais, notamment avec mon gars, parce que c'est gros, là. Tu sais, moi, tu sais, le monde, tu sais, le monde avant que j'aie des enfants, il me dit, ah, tu vas comprendre des affaires quand tu vas avoir des enfants. Je dis, ben ouais, tu sais. Mais au final, quand tu es dans les souliers, là, tu comprends, en esti, c'est quoi la game, là. Tu sais, au final, tu peux jamais comprendre cette situation-là tant que tu la vis pas. Ben là, Quand t'as- tu sais quoi qui t'arrive? Vas-y, je sais pas. Tu joues la game dans la game. Ouais. Martin serait fier de moi. Mais hein, Aïe, aïe. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai laissé mon ex enceinte de 3 mois, mais ultimement, c'était la bonne décision à prendre. Puis, tu sais, parlant de processus, là, tu sais, moi, je veux pas d'envie. Je fais de l'apnée du sommeil, OK? Ça fait depuis j'ai 18 ans, je fais de l'apnée du sommeil. Puis là, je sais que toi, tu rentres dans ce processus-là actuellement d'acceptation. Parce que quand on fait de l'apnée du sommeil, on dort avec une machine. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé par là, mais je sais que mon grand chum Jeff est dans ce processus difficile-là actuellement. Fait que je voulais ouvrir la voie pour le sujet qu'est l'apnée du sommeil, mon cher. c'est un processus, honnêtement, qui est vraiment pas simple parce que, tu sais, juste le fait de dormir avec une machine, c'est ça que j'accepte pas. Tu sais, parce que j'ai passé par le processus de test. Là, je n'ai pas encore ma machine en date d'aujourd'hui. Je vais l'avoir le 19 novembre, si ma mémoire est bonne. Oui, le 19 novembre. Mais tu sais, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis dans le processus, man. C'est long en tabarnak, là. Parce qu'il y a un docteur qui est tombé en arrêt maladie, puis je comprends absolument ça. Mais quand tu n'es pas informé de ces situations-là, que tu finis par l'être en faisant des appels ici et là, ben, que tu comprends des choses, mais mon processus, il dure depuis longtemps, là. Il s'est amorcé il y a, mettons, 18 mois, moi, je te dirais à peu près. Puis pourquoi que je me suis en allé vers un processus de vérifier si je fais de l'apnée du sommeil, de passer tous les tests dont on a besoin pour qu'on dise, hey, tu fais de l'apnée du sommeil? Mais c'est parce que ma blonde me disait, tu ronfles comme un tracteur. Tu sais, elle m'enregistrait, man, là, puis j'en revenais pas. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, tu manques de souffle souvent. Puis même moi, j'ai commencé à m'apercevoir pendant les nuits, je me réveillais. Tu sais, je me réveillais en sursaut, là, en manquant de souffle. Ouais. Puis, brûler, mon gars, je te le dis, t'as Ouais. pas idée Ouais. comment je suis fatigué. Ben oui, t'as idée parce que t'as souffert de ça. Mais Ouais. tu sais, je le disais aux gens, je suis brûlé, brûlé. Je veux juste dormir. Je me lève le matin, là, je pense juste à me coucher, Kev. C'est pas des jokes, là. Ah Je ouais. pense vraiment juste à me coucher. Quand je fais des siestes, là, puis tu le sais, on se connaît, on se côtoie tous les jours, on se parle tous les jours. Je Ouais. vais faire une sieste, je vais faire une sieste d'une demi-heure, je vais l'échapper. Ça va être 3 heures de sieste, je vais me lever, puis je vais me recoucher le soir, puis je vais dormir, là. Faut être mêlé aussi, hein? Ouais, je vais être très mêlé, mais c'est dormir, puis la paresse, c'est épouvantable. J'ai Ah le ouais, goût de rien, aucune motivation pour rien. Tu deviens paresseux, tu as des pertes de mémoire. J'ai plus la même mémoire que j'avais à court terme il y a 3 ou 4 ans, parce que veux pas, je faisais peu d'apnée du sommeil, mais c'est en vieillissant que ça s'est plus développé, puis j'ai pris un peu de poids. Puis bref, l'apnée du sommeil s'est mis à prendre vraiment le dessus, puis plus ça va, plus qu'elle est puissante. ouais. Puis, tu sais, j'ai abandonné beaucoup de choses dans les dernières années, pas juste en raison du deuil pas fait envers la situation de Derek, mais également l'apnée du sommeil qui fait monter mon anxiété généralisée, mon anxiété de performance. C'est que tout ça vient que ça m'affecte. Fait que j'étais plus fragile mentalement, plus fragile au niveau de l'anxiété. J'en faisais plus facilement pour des niaiseries. Je te le dis, je suis en auto puis je cogne des clous. Souvent, c'est ma blonde qui va conduire. Ça va jusque-là. Là. C'est complètement épouvantable. Fait que c'est ça, à un moment donné, je me dis, il faut que j'aille passer des tests. Là, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas bien, je suis fatigué. Fait que le premier test qu'ils te font passer, là, tu prends un rendez-vous, tu t'en vas à ton rendez-vous, puis c'est un questionnaire. Je ne sais pas si Mhm. c'était ça, toi, dans ton coin. Il te pose, je ne me Ouais. souviens plus combien de questions. Fait que là, il faut que tu répondes le plus honnêtement possible. Est-ce que tu cognes des clous en conduisant? Tu sais, fait que moi, je suis allé vraiment là, le top honnête que je pouvais. Fait qu'elle me donne le résultat.
c'est un résultat sur 7, je ne sais pas trop. Je pense que c'était 7 questions. Puis si tu es au-dessus de 12, tu es considéré comme apnée du sommeil sévère. Ben, moi, j'avais eu 15 comme résultat. Fait que là, elle dit, je peux déjà te confirmer que d'après moi, ton apnée du sommeil est très sévère, mais là, il va falloir que tu rencontres une telle personne. Il va falloir que tu rencontres après ça une autre personne. Fait que j'avais plein de personnes à rencontrer. Fait que ça, c'était mon premier rendez-vous. 6 mois plus tard, à peu près, l'hôpital m'appelle, puis j'ai un rendez-vous avec, je pense, le pneumologue, quelque chose comme ça, qui fait en sorte que tu vas le rencontrer, puis qui te donne une machine test. Ouais, je Fait, m'en souviens. fait que là, on me donne une machine test que j'amène chez nous, puis ça, c'est pour tester c'est quoi le niveau de ton apnée du sommeil. Fait que parfait. J'ai une machine plus un autre bidule que je me mets sur le doigt, puis je m'installe la machine. Puis j'ai été capable de la garder toute la nuit, OK? Parce que celle-là, tu n'avais pas la bidule ici, là. Tu avais juste un petit chose puis des cossins connectés sur toi, en tout cas. Fait que je ramène le texte le lendemain. Après ça, eux autres, ils envoient ça, je ne sais pas où. On me rappelle une semaine plus tard pour me dire les résultats. Je retourne à l'hôpital. Fait qu'elle me dit, la fille, elle dit, c'est de l'apnée du sommeil très sévère que vous faites, M. Drouin. Vous arrêtez de respirer 73 fois par heure. Hein? Je dis, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Elle dit, je le sais, Ouais. ça n'a pas de bon sens. Fait que, après ça, un autre rendez-vous. Là, pour avoir une machine officielle qui vont tester quel type de machine tu vas avoir besoin, si j'ai bien compris. Fait qu'encore 3-4 mois plus tard, on m'appelle. Je m'en vais à l'hôpital, je ramasse la machine avec la bidule d'en face. Je m'installe ça le soir, puis tu sais, je suis prêt. Je suis prêt. Je te le dis, Kev, j'ai pas été capable de m'endormir tellement c'était pas confortable. Puis à 3 heures du matin, je l'ai crissé au bout de mes bras. Ma blonde, elle pourrait te le confirmer. Là. Je l'ai vraiment enlevé, puis je l'ai pitché de ma face. Là. Ouais, Je ramène ça le lendemain. Ils n'ont pas eu de résultat parce que tu sais, j'ai pas dormi, ouais. puis je l'ai enlevé. Mais là, ça reste de même. Elle me dit, c'est pas grave, on va être capable de continuer tout le processus. Un autre 3-4 mois, on attend, puis on attend, puis on attend. Puis moi, j'haïs ça parler au téléphone, Kev. C'est l'affaire que j'haïs plus dans ma vie. Moi, je suis un gars de message vocal puis de message texte. Je déteste parler au téléphone. Fait que c'est ma blonde qui a appelé pour savoir ce qui se passait avec mon dossier. Puis là, il a dit, on s'excuse, le docteur est en arrêt maladie. Ils viennent de revenir, puis on aura un trou pour le 20 octobre pour vous. Parfait. Hey! Fait qu'on s'en va là le 20 octobre qu'on vient tout juste de passer. Il me semble bien que c'est ça, le 20 octobre. En tout cas, dans ces coins-là, on s'en va au rendez-vous c'est ça. On s'en va au rendez-vous à Val-d'Or, qui est à 1h30 de chez nous, parce que c'est là que le docteur pour l'apnée du sommeil, je ne me souviens pas c'est quoi quel nom que ça porte, un médecin qui s'occupe de ça. Là, j'ai un blanc de mémoire. Fait que bref, je m'en vais le voir, je rentre dans son bureau, puis il me repose toutes les questions, puis je réponds. Nanana. Cognes-tu des clous? Bois-tu bien du café? Non, du café, j'ai pas le choix d'en boire. Je suis quasiment plugué ici de sa machine. Là. Fait qu'en tout cas, il dit ton résultat, si je te le dis, là, c'est de l'apnée du sommeil très sévère. Mardi, les résultats, 73 fois par heure. Puis il dit à partir de 30 fois par heure, tu es considéré comme sévère. Fait que toi, c'est comme une petite coche au-dessus. Fait que tu vas avoir une machine, puis telle machine, puis il me donne un papier. C'est pas encore fini, là, ce petit processus-là. Là, il faut que j'aille d'un magasin où ils vendent une machine. On s'en va là. Finalement, on arrive là. Je ne peux pas l'avoir. Ça prend un rendez-vous avec la madame qui ajuste ta machine, puis tout ça. Ça prend un rendez-vous. Tu ne peux pas être pris sur place. Prends un autre rendez-vous qui est pour le 19 novembre qui s'en vient pour officiellement avoir ma machine. Je l'ai choisi, puis tout ça. Mais là, pendant que le temps passe, l'apnée augmente. Je suis fatigué plus que jamais. J'ai hâte. Fait que mon processus de non-acceptation à l'apnée du sommeil ou la machine, ben là, il s'est fait de plus en plus, puis je commence à l'accepter, mais ça a été long là, à dire j'accepte que je fais de l'apnée du sommeil, j'accepte que je vais devoir avoir une machine pour dormir parce que je vais avoir une meilleure vie, parce que c'est risqué. Si je ne prends pas de machine, Kev, tu le sais, tu es à risque de plusieurs situations de AVC, de crise du cœur, de toutes ces choses-là. Fait que je me dis, Christy, j'ai pas le choix. Ça me prend la machine. Toi qui étais de bons conseils dans ce processus-là, qui continue à être de bons conseils, ben, j'attends ma machine. Puis je peux dire que j'ai hâte pour me sentir mieux, mais j'ai pas hâte parce que je suis obligé de coucher, de dormir, c'est-à-dire coucher,
bien drette ou sur le côté. Tu sais, moi, Ouais. j'aime bien ça, dormir en cuillère puis tout ça. Fait que ça va être des changements qu'il faudra que j'apporte à mon sommeil, à ma vie et tout ça. Mais je te dis, je commence à avoir hâte de retrouver une journée où je peux dire je ne suis pas fatigué, j'ai le goût de faire ça, 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 ça. Tu sais, souvent, au lieu de me dire, bon, aujourd'hui, je me fais un planning. Tu sais, avant ça, il y a 4-5 ans, j'aimais ça, je me faisais un planning de qu'est-ce que je faisais dans ma journée. Puis là, j'étais content, je barrais ça, ça c'est fait, ça c'est fait. Là, je n'ai plus de liste. Je n'ai plus, Mhm. Kev, parce que la liste écrit dormir. Ouh! Fait que, tu sais, aussitôt que j'ai un moment de lousse, je m'en vais dormir. C'est complètement. C'est fou comment on vit ça, de l'apnée du sommeil sévère comme ça. Je ne souhaite pas ça à personne, même pas mon pire ennemi. Mais bon, je suis rendu d'un processus plus avancé dans mon acceptation à Jeff, tu fais de l'apnée du sommeil. C'est un peu le même processus que quand j'ai appris, je faisais de l'anxiété généralisée, de l'anxiété de performance, puis une certaine phobie sociale. Tu sais, quand tu apprends ça, c'est un petit coup de poing sur la gueule, mais tu comprends pourquoi tu agis de même dans telle situation, puis pourquoi tu es comme ça Exact. quand tu te ramasses dans un endroit où il y a plein de monde, où tu n'es pas bien, que tu dois crisser ton camp. Mhm. Puis là, tu trouves des outils pour pouvoir. Tu sais, moi, j'aime ça aller à des shows de musique, mais à un moment donné, c'était devenu trop lourd parce que je voyais trop de monde, puis ça ne me tentait pas de faire du small talk avec le monde et tout ça. Mais Ah là, ouais. depuis que j'étais avec Véro, c'est comme mon pilier, puis je me sens bien quand je suis en public avec. Fait que ça aide beaucoup pour ce côté-là. Mais bref, c'est un peu le même style de processus d'acceptation. Puis là, je m'approche d'une acceptation totale, Kev. Mais j'ai hâte de voir le test ultime. Ça va être la machine ici. J'espère que je vais avoir elle. Ouais. Ben, tu sais, moi, ça a été la même affaire. Au début, c'était pas facile. Mais par contre, moi, ça n'a pas été aussi long le processus. Ça n'a pas été si long d'avoir une machine puis tout ça. Fait que je pense que mon processus d'acceptation, même s'il était difficile, en ayant la machine dès le départ ou pas longtemps après le diagnostic, ça m'a aidé à faire avancer le processus d'acceptation. Ça a peut-être pris une semaine, pas long, pas si longtemps que ça, là. Parce que t'as les deux pieds dedans, veux pas. Fait que t'es comme, regarde, c'est ça la réalité. Fait que je vais l'accepter puis je vais m'y faire. Puis, tu sais, je pense que c'est toi qui m'as dit ça récemment. Il dit comme, c'est pas, je vais pas l'accepter, je vais comme vivre avec. Ça va être ça. Tu sais, au pire, si c'est ça, mais c'est une forme d'acceptation selon moi. Puis moi, juste pour faire une autre petite parenthèse, je trouve que c'est important d'investir dans le sommeil. Parce que quand tu regardes le big picture, là, on passe la majeure partie de notre vie à dormir. Fait qu'aussi bien investir là-dedans. Tu sais, si tu fais de l'apnée du sommeil, d'investir dans une machine, parce que c'est toi qui va. Ça va tellement être bénéfique pour ton quotidien, pour la vie, Exact. ta vie de tous les jours. Puis c'est comme s'acheter un bon lit, une bonne oreiller, des bons draps. C'est un investissement d'investir dans le sommeil parce qu'on passe tellement de temps à dormir qu'il faut que tu investisses là-dedans pour que ça ait un impact positif sur ta vie en général. C'est comme investir, trouver un bon travail qu'on aime parce qu'on passe encore une fois la majeure partie de notre vie à travailler. Fait que c'est important d'investir là-dedans. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est un investissement d'une grande importance parce que ça va stabiliser beaucoup de choses dans ma vie. Je vais avoir moins besoin de CS. Je ne cognerai plus de clous. Ma mémoire Ouais, à court terme va tranquillement revenir. Tu ouais, sais, moi, je suis un gars qui retenait toutes les stats, les positionnements des joueurs. Surtout, je parle au baseball avec les stats avancées. J'étais vraiment, entre guillemets, une sommité de me souvenir de tout ça. Tu sais, je le disais à mon chum, il frappe pour 2,80 en ce moment. Ben oui, on s'en va voir. Ben oui. Tu sais, j'avais vraiment une mémoire. C'était facile pour moi, mais aujourd'hui, j'ai plus ça du tout. Ça va aider mon anxiété parce que le sommeil, c'est le premier ennemi de l'anxiété. Fait que ça va mhm. aider grandement mon anxiété. Ça va stabiliser mon anxiété. Fait que ça va être ultra bénéfique. J'ai hâte en tabarnak. Puis mettons, Sean Fournel, lui. Charles Fournel, c'est mon meilleur ami d'enfance. Puis, dans le fond, j'en ai parlé au dernier show, là, la fameuse claque dans le dos. C'est ce même Sean-là. Puis oui, on est encore amis aujourd'hui en 2024, puis c'est pour ça que je vais en parler. Sean, OK, on s'est rencontrés en 2006. C'est mon grand-père que j'ai parlé aussi dans le passé, qui nous a présenté. Dans le fond, mon grand-père, il connaissait la mère à Sean, parce que la mère à Sean, elle faisait du cheminement. Puis mon grand-père, il l'aidait là-dedans. Il se connaissait un peu. Tu sais, c'était comme un père pour elle. Fait que, tu sais, Sean puis moi, on a été amenés à se rencontrer très tôt dans notre vie. Tu sais, j'avais peut-être 9 ans quand on s'est rencontrés. Fait que Sean, ça a été un individu, écoute, gentil, poli, il est généreux, il est personne incroyable. Puis, Ben, faut que tu sois gentil, Kev, à recevoir une grosse crise de tape dans le dos, puis après ça, tu sais.
C'est drôle parce qu'en fin de semaine, tu sais, veux pas, moi, ça fait quand même longtemps de cette situation-là, puis j'ai été chercher les derniers morceaux de puzzle qui me manquaient pour raconter mon histoire. Puis il dit, by the way, je t'ai pardonné, hein, depuis le temps, c'est correct. J'étais comme, merci, c'est gentil. J'ai trouvé ça drôle. Mais Sean, il n'a pas eu une enfance facile. Écoute, il n'a pas eu son père, sa mère était beaucoup dans la consommation, puis au final, Sean il a été amené à aller en famille d'accueil. Fait qu'il a été élevé par des familles d'accueil, il a été élevé par ses grands-parents. Puis tu sais, il y a eu des difficultés à l'école, justement parce que son quotidien n'était pas facile. Tout ça, j'imagine que à l'école, ça avait des impacts au niveau académique, au niveau de son comportement. C'était un incompris, Sean, à l'école. Quand il était tannant, je pense qu'il y avait certains troubles d'attention puis d'hyperactivité, puis il n'était pas diagnostiqué, non traité. Fait que ça l'amenait beaucoup de choses négatives à l'école au niveau académique. Puis, il vivait tout comme moi, beaucoup d'intimidation à l'école. Puis il était il se faisait beaucoup rejeter. Chance, c'est comme j'ai dit, c'était un gars tellement gentil, il était fin avec tout le monde, généreux avec tout le monde, puis malgré tout, les gens le rejetaient, puis tout ça. On se comprenait beaucoup, c'est pour ça qu'on se tenait ensemble. On se rendait plus fort ensemble. On était vraiment, on se rejoignait beaucoup à ce niveau-là. Puis Sean, malgré tout, malgré toute la mal qu'il a mangé dans sa vie, là, c'est une des personnes aujourd'hui, là, une des meilleures personnes que je connais. C'est tellement de tête ses épaules, il est tellement bien viré. Puis tu sais, Charles, ça a tout le temps été, comment dire, comme j'ai dit au dernier show, encore une fois, c'est le genre d'ami que tu ne vois pas tout le temps, tu ne vas pas tout le temps y parler, mais quand tu vas le voir, là, ça va être comme si tu l'avais vu hier. Des anecdotes. Puis, tu sais, Charles va tout le temps être là. Je vais le texter, mettons, à 4 heures du matin, pas rapport, je dis, hey, j'ai un problème, j'ai besoin de parler, il va tout le temps être là. Tu sais, c'est un gars, puis en plus, il a une belle mentalité, une belle aura. C'est un individu, c'est un être humain merveilleux. J'ai été très, très choyé de l'avoir dans ma vie, puis surtout à une époque où moi, j'allais moins bien. Tu sais, justement, on n'a pas eu la même genre d'enfance, mais on a eu les mêmes struggles à un certain moment dans notre vie, puis on s'est beaucoup fait de bien. On s'est beaucoup apporté l'un à l'autre. Fait que je salue Charles parce qu'il a fait beaucoup de cheminement dans sa vie lui aussi. Puis, comme j'ai dit, il est rendu une personne exceptionnelle aujourd'hui. Il mérite tout le bonheur du monde, sérieusement. Considérant tout ce qu'il a vécu, puis d'avoir tourné de la façon qu'il a tourné, là, chapeau à Charles d'avoir fait ce travail-là. Puis moi, ça va m'amener à parler de puis mettons, Mr. Game Over, Éric Gagné, l'ancien joueur des Dodgers de Los Angeles. Ce livre-là, je le traîne partout. Je l'ai lu pour de vrai, je pense, 3 fois. Et le deuxième tatouage que j'ai eu dans ma vie, c'est Game Over qui est sur mon avant-bras ici. Si je parle de Game Over, évidemment, c'est parce qu'il est devenu un ami au fil du temps, là, mais je vous ai parlé de ma carrière de baseball lors du show numéro 2, l'épisode 2. Ben, j'ai eu la chance de côtoyer Game Over parce que quand j'étais avec Passion MLB, moi, mon rêve, c'était de parler avec Éric Gagné, Game Over, qui était mon idole, mon joueur favori de baseball, puis pas mal top 3 de mon joueur favori, tout sport confondu. Tu sais, c'était Game Over, là, ce qu'il a apporté dans la MLB, c'est complètement irréel. Tu sais, il était très, 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 très dominant sur la butte en 2002, 2003 et 2004. Il a réalisé 84 sauvetages consécutifs. Ça ne sera jamais égalé, selon moi. Il était très, très dominant. A travaillé avec Russell Martin, qui était son receveur à une époque avec les Dodgers. Ben, à l'époque de ses grandes saisons. Sa chanson, quand il partait de l'enclos, parce qu'il faut retenir qu'Éric Gagné, Game Over, on l'appelle Game Over parce que, justement, c'est un closer, un releveur de longue relève, donc il arrive en 9e manche. Donc, quand il partait de l'enclos des lanceurs, la chanson qui partait, c'était Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Fait que cette tune-là me donne des frissons parce que ça me fait penser à Game Over qui arrive sur la butte. Fait que bref, je l'aimais, Éric, je l'aimais, puis moi, je lui ai pardonné parce qu'Éric, il a apparu dans le rapport Mitchell. Le rapport Mitchell, c'est tous les joueurs de cette époque-là qui ont utilisé des produits interdits par la MLB. Il a fait partie de ce rapport-là. Puis lui,
sans dire qu'il s'est jeté lui-même devant l'autobus, il était authentique face à ça. Puis il a donné maintes et maintes entrevues où il parle de cette situation, de pourquoi il a fait ça. Il ne s'est jamais caché comme certains le font encore aujourd'hui. Fait que ça, tout en son honneur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça fait partie des raisons pourquoi j'ai autant de respect pour lui, c'est que c'est une personne qui ne s'est pas mis la tête dans le sable à ce niveau-là. Puis là arrive où, avec Passion MLB, le brand qu'on a lancé avec le site, avec le podcast, crime, il faut que j'amène Éric Gagné. Tu sais, nous autres, on était trois avec le podcast, mon meilleur chum, François Doyon, mon ex-copine à cette époque-là, on animait le podcast à trois. Mais là, quand on était capable d'avoir Éric Gagné en entrevue, il voulait que je le fasse tout seul, tu sais, parce qu'il voulait que j'aie un one-on-one avec mon idole. C'était ça qui était le but. Puis on a réussi à trouver le courriel à Éric d'un de mes amis qui connaissait l'oncle à Éric. En tout cas, on a passé par plusieurs personnes pour avoir un courriel. Fait que j'ai écrit un courriel à Éric, qui là, il m'a envoyé son numéro de téléphone, qui là, on a pu se parler de vive voix pour booker un rendez-vous ensemble pour faire un one-on-one. Évidemment, c'était fait à distance parce qu'Éric est en Arizona, moi j'étais en Abitibi, ou à Montréal parce que j'habitais une semaine sur deux à Montréal dans ce temps-là. Fait que la première connexion avec lui a été naturelle parce que c'est une personne comme toi et moi, excessivement humble, qui porte attention à toi, qui va poser des questions, comment ça va. Tu sais, il n'est pas tourné vers lui-même, là. Ça a été une superstar dans MLB, là. Mais il n'est pas tourné vers lui-même, là. Il est tourné vers l'humain. Fait que c'est une personne, pour moi, d'exception. La nuance est écœurante. L'humain lui-même, la nuance est écœurante. Ouais. Merci, Kev. Ouais. Fait que l'entrevue a finalement lieu. C'était ma meilleure entrevue en carrière. Parce que là, j'avais connu Éric au téléphone. Fait que je le connaissais un petit peu. Fait que j'étais à l'aise avec lui pour la première fois en entrevue. Puis c'était drôle parce qu'il était dans son jacuzzi, puis j'entendais l'eau floc. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je suis pas bien gêné. Chris, coudonc, Éric, t'es-tu dans ton bain? Il dit non, je suis dans mon jacuzzi. Fait que ça a été vraiment une entrevue top-notch. Fait qu'on a gardé un lien depuis ce temps-là. On se textait régulièrement, on s'envoyait des informations, on parlait de baseball et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai quitté le monde du baseball comme on le sait. Je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 2, mais j'ai fait un retour au mois de janvier 2024. Puis le premier que j'ai amené avec moi pour donner comme invité, c'était Éric Gagné. Puis tout de suite, Jeff, anytime, tu le sais, je vais y aller. Il est venu avec moi, on a donné un show, tout le monde les gens m'ont écrit wow, c'est donc bien naturel, votre chimie et tout ça. Fait que, tu sais, pas encore là, on a gardé contact. Il était au courant que j'ai traversé une période difficile. Il m'a toujours envoyé des bons mots de support. Je partageais une photo, il m'envoyait un mot en anglais parce qu'Éric Éric est québécois, mais il a mieux parlé en anglais en texto parce qu'il est plus habitué. Moi, je réponds en français, fait que c'est bien drôle. Fait qu'il m'envoyait toujours des petites quotes sur Instagram si je mettais une photo. Il prenait le temps. Puis récemment, quand je me suis mis à me pardonner en totalité face au baseball, je lui ai écrit pour lui annoncer la nouvelle. Fait que j'ai écrit genre il y a une semaine. Là. Ça n'a pas tardé qu'il m'a répondu « Yes, my man, je suis vraiment content, nanana. » Puis là, ben, on a rebooké un show ensemble qui va se faire d'ici les jours qui s'en viennent. Game Over va revenir participer à Jeff Drouin, le show, comme dans MLB, le show, comme dans Jeff aime donner un show. Mais bref, c'est une histoire d'amitié qui s'est tissée au fil des années. On a tout le temps gardé un contact, on s'est tout le temps texté, on s'est tout le temps tenu informés l'un et l'autre. Fait que je trouve ça beau, ces histoires-là, parce que, tu sais, il n'est pas bien plus vieux que moi. Tu sais, j'ai 43, puis lui, il a 48 ou 49. Mais il y a assez de différence pour dire que quand lui était dominant dans MLB, moi, j'étais à peu près à 17, 18, 19 ans, puis je pouvais dire, hey, sacrément, c'est un idole. Jamais, quand il était dominant, puis j'avais 18, 19 ans, je pensais le rencontrer parce que jamais je pensais réussir à travailler dans le baseball puis à avoir plein de connexions comme ça. Là. Jamais j'ai pensé ça. Puis ça, j'y ai dit, il sait que j'ai un tatou de lui sur le bras. Tu sais,
C'est fabuleux l'histoire que j'ai vécue avec Éric Gagné, qui aujourd'hui est une inspiration pour moi. Il travaille, il y a un podcast qui s'appelle Game Over avec nous, avec La Poche Bleue, c'est nous qui le produisions. Il est avec Maxime Martin et Roger Brulotte. Je devais être de l'aventure, mais je me suis retiré parce que je vivais des moments difficiles. Fait que bref, je suis vraiment content. On a la chance de se côtoyer, pas physiquement parce qu'il n'est pas au Québec, là, mais verbalement, on se côtoie régulièrement. Fait que c'est une fierté. Je suis honoré d'être l'un des amis de Game Over, Éric Gagné. Ben écoute, c'est une histoire extraordinaire parce que des fois, moi, ce que je retiens qui parle fort, la leçon que je retiens de tout ça, c'est que des fois dans la vie, comme tu as dit tantôt, tu es comme. En me lançant dans le baseball, je savais pas où ce que ça allait m'amener. Tu as pris un risque. Puis des fois, dans la vie, prendre des risques, prendre un risque, ça peut sonner à connotation négative, mais au final, c'est prendre un risque, ça peut tourner positivement aussi. En prenant ce risque-là, ça t'a amené à une destination que tu n'aurais jamais pensé atterrir un jour dans ta vie. Exact. Regarde-toi aujourd'hui, t'es chum avec Éric Gagné, Game Over. Fait que, ça fait réfléchir quand on y pense. Des fois, prendre le pas supplémentaire, de pousser plus fort, ben, ça t'amène à des résultats que tu n'aurais jamais pensé avoir. Là. Ah, puis, parenthèse de mon côté aussi, je prends une note parce que en se parlant comme ça, j'ai trouvé mon piméton de la semaine prochaine, Oh, OK. qui est un de mes amis qui est, ouais, je dirais rien pour le moment, là, parce qu'on va garder ça pour la semaine prochaine. Mon Kev, hey Kev, on a fait l'entrée de jeu, on a fait le segment Chris de vrai, le segment piméton, puis on arrive déjà à la fin. La fin, c'est la claque sur la gueule. Pas dans le dos, OK? Ça, on a retenu ça. On ne donne pas des tapes dans le dos. Non, effectivement. Puis cette semaine, la claque sur la gueule, on ira pas trop loin parce que ça va être un invité. Qui que ça va être? Game over! Non, je fais des farces, là, mais peut-être pas. Non, mais sérieusement parlant, on va avoir un invité. On ne veut pas l'annoncer tout de suite. Ça va être annoncé sur nos réseaux lors des prochains jours. Donc, tenez-vous prêts. Un invité viendra nous rejoindre. Kev et moi, les meneurs, à jaser de cheminement, de processus, de leadership, de capitaine, de tout ce qui englobe cette facette-là de la mentalité, ben, ça va être de ça qu'on va parler, Kev. Exactement. Puis n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et nos épisodes complets sont disponibles sur YouTube. Fait qu'hésitez pas à vous abonner parce qu'un abonnement, quand tu calcules en bout de ligne, ben ça nous aide beaucoup à nous faire connaître et à expandre notre produit à travers le Québec. Fait que merci infiniment de nous écouter et de nous supporter. Peu importe la façon. Un petit geste comme ça peut valoir beaucoup en bout de ligne. Mais merci à nos auditeurs, à nos abonnés. Merci à toi, Kev. C'est toujours un plaisir de se ramasser ici, face à face, à jaser de cheminement. Des vraies affaires, comme mon grand-père Bernard disait. Les vraies affaires. Ouais, Burn, on l'aime. On en a parlé à l'épisode 1, Burn. Là. Moi, j'étais un fan. Même s'il n'est plus de ce monde, j'étais un fan de Burn. Ah, il est tout le temps avec moi. Je suis convaincu de ça. Un vrai de vrai. Oui, exactement. Puis en passant, j'aimerais qu'on salue ta mère, Caroline, qui a écouté notre show numéro 2 et qui a été très touchée par tes propos. Fait que je trouvais ça important de le souligner. Je m'étais mis une petite note. Ne pas oublier de saluer Caroline. Oui, on la salue très de face de main. Avec amour, parce que ça a été du gros love qu'elle a reçu et ça lui a fait du bien. Donc, on remercie tout le monde qui nous a écoutés. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde, on vous aime. Bisous, bisous.